C'est la grande édition du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une, la montée en puissance de la Marine nationale. Le patrouilleur lance-missile baptisé le Wallo est réceptionné ce jeudi par le chef de l'État. Ce navire, fruit de la coopération franco-sénégalaise, va renforcer la surveillance des eaux sénégalaises dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz. Gouvernement face à la presse, au menu plusieurs questions d'actualité, la situation politique nationale, les questions migratoires, la diplomatie entre autres sujets abordés, non sans oublier la série d'incendies notés ces derniers jours dans le milieu du transport. Programme spécial maïs hybride à Latmingué et environ. Les résultats sont encourageants. Les producteurs parlent de révolution pour asseoir la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture était en tournée dans le centre. Le Sénégal a pris une belle... Bienvenue à tous. Réception officielle et baptême du patrouilleur lance-missile le Wallo. La cérémonie s'est tenue ce jeudi à la base navale amiral Faye Gassama, fruit d'un partenariat solide entre l'État du Sénégal et le groupe Piru en France, un patrouilleur de haute mer qui consacre la montée en puissance de la Marine nationale. Aboubakry Kane. Une arrivée du chef suprême des armées, très attendue à la base navale, amiral Faye Gassama, notamment par la Marine nationale, à l'honneur ce jeudi. Pour la première fois dans son histoire, le Sénégal se dote d'un navire de guerre lance-missile, le Wallo, première unité d'une série de patrouilleurs nouvellement acquis. C'est ici, au sein de cette base où vous aviez annoncé votre vision stratégique qui va façonner notre destin maritime. Je vous cite, avec la prééminence des enjeux maritimes à l'échelle mondiale et la découverte d'importantes ressources naturelles dans notre pays, la gestion de notre espace maritime constitue un enjeu capital pour notre nation. C'est pourquoi j'ai pris l'option stratégique de doter la marine de moyens nécessaires à la prise en charge efficace des défis économiques et sécuritaires liés à la gestion de notre espace maritime. Fin de citation. Assurément, c'est une nouvelle étape que nous marquons aujourd'hui dans la montée en puissance significative de la Marine nationale. Je rappelle que le Wallo est le premier d'une série de 3 patrouilleurs de haute mer, 58S, que nous avons commandés au chantier naval Piriou. Je n'oublie pas l'inauguration de l'école de la Marine nationale à Bel-Air le 13 juin 2022. De plus, je vous annonce que je valide le projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des EDIC, engins de débarquement d'infanterie et de chars qui sont en fin de potentiel. Cap est ainsi donné par le chef de l'État pour moderniser notre marine. Une volonté politique soutenue par un partenariat solide et basé sur la confiance. La confiance, ça ne se décide pas. La confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se gagne. Et ça se construit tous les jours. Ce navire est donc d'abord et avant tout le fruit de cette confiance que vous nous avez témoignée, Monsieur le Président, et je vous en remercie très chaleureusement. Toute cette dynamique confirme que notre Marine nationale tient une part importante dans le programme global d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Cette mutation rapide et qualitative est conforme à l'ambition que j'ai toujours eue pour nos forces de défense et de sécurité, parce qu'elles sont les sentinelles vigilantes de l'État pour la défense des institutions de la République et de l'intégrité territoriale. Au-delà d'une vocation de renforcer la dissuasion, ce navire de guerre peut aussi prendre en charge les menaces conventionnelles.
L'objectif est d'asseoir l'identité et la maturité de la marine. Monsieur le Président de la République, vous avez bien théorisé une stratégie navale et vous l'avez mise en œuvre au moment opportun. Vous avez ainsi clairement ordonné le cap et il s'agit pour nous de le tenir pour arriver à bon port. Il s'agit donc d'une stratégie navale bien pensée. Ce, dans un contexte où le Sénégal amorce une phase importante d'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. L'État, c'est du sérieux. Et le sérieux commence d'abord par assurer sa propre sécurité en étant le gardien vigilant et intraitable de ses lignes de défense. Il est essentiel, en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Une feuille de route claire pour des missions stratégiques, des équipements de qualité, en plus des hommes et des femmes qui incarnent son âme et son esprit. Le Waalo est une vedette de dernière génération. Sa mise en service va permettre d'accomplir des tâches régaliennes de l'État en mer, comme la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières. Le chef de l'État est également revenu sur le sens du nom Waalo donné à ce navire au Marnig. C'est un navire moderne et multifonctionnel que le Sénégal vient d'acquérir. Une vedette outillée pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Le Waalo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Il peut à la fois effectuer des missions d'action conventionnelles, de préservation de l'intégrité du domaine maritime et des opérations de soutien à une action interarmée. Dans sa dimension multifonctionnelle, le Waalo aura donc parmi ses vocations celle de travailler avec d'autres intervenants en mer dans une dynamique, dans une démarche de mutualisation des moyens. Ainsi, avec ses embarcations rapides, le Waalo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Conformément à une tradition établie de donner le nom des patrouilleurs de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Waalo, référence au royaume du nord du Sénégal. Le Waalo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Waalo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. Il me plaît de saluer ici la présence parmi nous des élus du Waalo, M. le ministre Omar Sarr, mais également j'ai vu la grande cantatrice Adja Lissoun Mbodj. Je salue également la présence des autorités administratives, coutumières et celle des populations originaires de la région de Saint-Louis, de Louga, mais surtout du département de Dagana. Après le Waalo, deux autres patrouilleurs de haute mer, 58S, sont en route, commandés au chantier naval de Piriou. Assurément, c'est une nouvelle étape dans la montée en puissance significative
de la Marine nationale. Toujours dans son agenda, le président Macky Sall a reçu en audience cet après-midi le professeur Oumayon Dar. Le directeur général de la finance islamique est venu l'informer du choix porté sur sa personne pour le prix Awards 2023 du JIFA. La remise du prix aura lieu lors du prochain sommet de l'association prévu en septembre à Dakar. Le voici à sa sortie d'audience au micro d'Aboubakar Kane. I had the pleasure of meeting His Excellency, the President Macky Sall. J'ai été honoré d'être reçu par son Excellence le président Macky Sall, malgré son agenda très chargé. J'étais venu l'entretenir de notre association JIFA, qui organise les Awards de la finance islamique mondiale, en reconnaissance de son leadership et de son rôle dans la promotion et le développement de la finance islamique au Sénégal et dans le monde. Our awards committee this year took into consideration this leadership role of the country. Le comité directeur de JIFA a décidé de lui attribuer le prix Awards 2023 de la finance islamique mondiale. Cette distinction a été remise par le passé à des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre éthiopien, le président indonésien, le président de Djibouti, le Premier ministre pakistanais et le président de l'Afrique du Sud. La cérémonie de remise des Awards aura lieu le 14 septembre à l'occasion du sommet de JIFA qui se tiendra ici à Dakar. Afro-basket, le Sénégal a pris sa revanche sur le Mali. Les Lions du Sénégal qualifiés en finale de l'Afro-basket 2023 face au Mali. Le Sénégal a gagné 75-65. Les experts de la balle orange décortiquent le jeu des Lions. Les coachs Idrissa Sissoko, Nancy Cissé, Sidi El Arbi, Sall et Birahim Gueye étaient sur le plateau de Fatmata Savané. Nous les écoutons. Elles ont corrigé les erreurs avec une bonne défense et une attaque réfléchie. Où on a vu aujourd'hui une grande Sierra qui a été vraiment à la hauteur, qui a été au top des tops. Maintenant, les autres aussi ont joué en équipe et ont joué pour elles. Ouais. C'est ça la solidarité dans une équipe. Moi, j'avais dit qu'aujourd'hui, la clé, ce sera la technique individuelle qu'il faut utiliser. Donc Sierra l'a utilisé, Aya l'a utilisé et les autres là ont suivi. Et la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Ouais. Et on était meilleurs aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ce Sénégal-là. Oui. Avec une grande sérénité du coach. Aujourd'hui, on les a empêchés de jouer. Le basket se gagne en défense. Et quand on voit aujourd'hui, elles ont été des vrais gagnés en se battant sur toutes les balles. Quand je vois Aya plonger sur des balles, ce qu'elle n'a jamais fait dans la vie. Fadien qui se bat, les jeunes, la jeunesse est là. La jeunesse a apporté son savoir-faire aujourd'hui. Et le jeu direct a gagné aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'on a une bonne meneuse qui s'est jouée un bon tempo, varier son jeu avec la jeunesse qui est là, Fat Pouy, Fat Diagne, même Madigen s'est donné aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. 17 paires de balles, ça fait 30. En direct de Kigali, Elhaji Terno Dramé, bonsoir et félicitations. Le Sénégal prend sa revanche sur le Mali. Peut-on parler d'exploit ce soir? Bonsoir Anne-Marie. Alors, exploit, je ne sais pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on revient un peu sur le premier match et vu l'écart qu'il y avait entre le Mali et le Sénégal, on peut se poser la question, mais je pense que tous ceux qui suivent l'afro-basket, le basket africain savent que cet écart-là n'existait pas entre le Mali et le Sénégal, et les Lions l'ont parfaitement prouvé ce soir. Et justement, on va quand même poser la question au coach Moustapha Gueye, qui est avec nous ici en salle de conférence de presse. Coach Anne-Marie me demande si c'est un exploit, cette victoire du Sénégal. Est-ce que peut-on parler d'exploit après cette belle victoire quand même du Sénégal sur le Mali? Bonsoir Anne-Marie. Enfin, je ne sais pas si c'est d'exploit. En tout cas, c'est une belle victoire que les joueurs ont réalisé ce soir. Une très belle victoire face à une belle équipe du Mali. Il y a 72 heures, on était au fond du gouffre, mais nous avons trouvé l'énergie qu'il fallait pour rebondir. Et vraiment, je remercie tous les Sénégalais qui nous ont accompagnés par leurs prières et leurs encouragements pendant ces moments difficiles. Là, ça a été fait et on attend le match de samedi. Ouais. Avant de parler du match de samedi contre le Nigeria, revenez un peu sur le déclic. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic entre d'abord le match contre l'Égypte
pour rester en vie et ensuite avoir la capacité de réagir contre le Cameroun et aujourd'hui contre le Mali? Quand on a perdu contre le Mali de 20 et quelques points, nous avions eu la présence d'esprit de ne retenir que la première mi-temps, où on avait très bien joué, on avait mené. Donc nous avons capitalisé sur ça et le reste, les filles ont retrouvé leur santé, elles ont retrouvé leurs jambes. Et comme Fadien le disait, elles ont très bien défendu. C'est un peu ça la clé du match. On a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup discuté. Et quand on a gagné l'Égypte, les filles ont repris confiance et ça s'est amélioré de match en match. Très bien. Alors la finale maintenant c'est contre le Nigeria. On rappelle que le Sénégal a perdu 2 finales contre le Nigeria en 2017 et en 2019 à Dakar. Alors comment aborder ce match face à une équipe du Nigeria, c'est vrai, remaniée, mais qu'on a vu aussi monter en puissance dans cette compétition? Ouais, c'est vrai. Une belle équipe de Nigeria qui a beaucoup de densité dans son jeu, beaucoup d'individualité. Mais on va les regarder, on va observer des vidéos, travailler ensemble, se reposer et puis voir comment aborder le match. Une finale, elle est 50-50. Hein. Toujours, chaque équipe a sa chance. Il faudra la jouer et puis la gagner. Et on est confiant. Mais nous demandons au Sénégalais de prier pour nous. Nous sommes les fils du pays et on n'a qu'une seule ambition, c'est de leur offrir ce trophée continental qui nous fuit depuis quelques années. Vraiment, on demande des prières du Sénégalais. Inch'Allah. On espère les Sénégalais vont beaucoup prier. Allez, on va libérer le coach et prendre rapidement Fatou Dieng puisqu'ils doivent rentrer. Ils sont restés très tard pour justement nous accorder la possibilité de faire ce direct. Fatou, félicitations. Alors vous, en tant que joueuse, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques qui étaient quand même compréhensibles vu les 2 premiers matchs. Mais comment avez-vous trouvé les ressources pour justement vous remobiliser, vous entre filles, pour aller chercher cette finale-là? Bah, de toute façon, il fallait. On n'avait pas le choix. Comme je vous avais dit, on était à un match d'une catastrophe et on voulait pas rentrer à la maison bredouille. Et on s'est dit voilà qu'on allait se serrer les coudes, qu'on allait travailler et que le travail que nous avions fait à Dakar allait payer à un moment donné et que l'épidémie de grippe qu'on a eu à un moment donné, bah voilà, il va falloir travailler, faire avec. Et on s'est serré les coudes et voilà, on s'est pas posé de questions. On s'est dit c'était notre dernière chance, comme je vous avais dit. Tant qu'on a une chance, bah on peut toujours s'en sortir. Ouais. Alors, vous êtes passé de meneur titulaire à meneur backup de Sierra Dillard. Un mot sur la prestation de Sierra Dillard on a vu aujourd'hui contre le Mali. C'est comme si elle-même avait une revanche à prendre contre les Maliennes. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la mettre dans cet état? Ben, c'est Sierra, hein. C'est une joueuse exceptionnelle. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été. Merci à vous, Fatou Dieng. Merci également au coach Moustapha Gaye. Donc, il reste une marche à franchir pour se hisser à la tête du continent africain. Ce sera donc samedi en direct sur les antennes de l'RTS. On reviendra avec beaucoup de réactions et les prières des Sénégalais, n'est-ce pas, pour les Lions. Merci. Merci. Voilà. Merci Anne-Marie. Titre, le gouvernement face à la presse ce matin dans son format nouveau intitulé Les rencontres gouvernement-presse. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu comme la situation politique nationale, les questions migratoires et la diplomatie, a compte rendu à Cher Bambagay. Les rencontres gouvernement-presse, le gouvernement tient à sa régularité avec les médias nationaux et internationaux. Diplomatie, migration irrégulière, situation nationale, aucune question n'a été occultée. D'emblée, le ministre porte-parole du gouvernement a tenu à faire des clarifications sur la récente attaque au cocktail Molotov d'un bus Tata qui a fait 2 morts. Il y a eu un attentat sur un bus AFTU mardi après-midi à hauteur de Yarar. Et nous notons depuis ce matin une certaine polémique sur l'identité des personnes ou ce genre de choses. D'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, les condoléances de la nation et du gouvernement aux familles des victimes. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voulais vous dire aussi sur ce fait que ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital d'Al Diam, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre, nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des
5 blessés graves, des brûlés. Nous avons les identités. D'abord, il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans, habitant à Diamaguène. Il est sans téléphone parce que nous avons même les numéros de téléphone. Vous pourrez vérifier, aller à l'hôpital départemental de Pékin, interroger les médecins, interroger les blessés s'ils sont en situation de répondre à vos questions ou leur famille. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamaguène, sans téléphone. Farma Fall, 73 ans, Yarar, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Kermassar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yarar, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Comme si les questions s'enchaînaient, les réponses du gouvernement ont été sans filtre, limpides et précises sur l'arrestation de Ousmane Sonko, avec son fondement juridique. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans. Quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. La prise en charge des Sénégalais de l'extérieur est également d'une brûlante actualité, avec les conséquences de l'immigration clandestine et le rapatriement et la prise en charge des Sénégalais qui étaient bloqués au Maroc. Entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les nationalités, outre, je l'ai dit, les nationalités sénégalaises, il nous a été donné de constater que nous avions des personnes, des migrants de nationalité gambienne pour la plupart, de Guinée, République de Guinée et du Mali. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. Certains, la plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla. Et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion. Et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Le porte-parole du gouvernement, tout comme la ministre des Affaires étrangères, se sont aussi prononcés sur la situation politique nationale pour indiquer que le gouvernement assurera toutes les charges régaliennes, quels que soient les individus qui seront enclins à éprouver l'autorité de l'État. Après ces questions-réponses avec la presse sur tous les sujets liés à l'actualité nationale et internationale, le gouvernement rappelle la pérennité de l'exercice qui renforce l'action démocratique de l'État sur la communication des différentes politiques mises en œuvre au service du peuple sénégalais. Le gouvernement, donc, face à la presse suite à l'incendie des 3 bus AFTU au quartier Médina Fall de Thiès, le ministre du Transport terrestre et du Désenclavement s'est rendu sur les lieux dans la capitale du rail. Mansour Faye est venu apporter la compassion et le soutien de l'État du Sénégal. Fatima Tabanelba. Le choc et l'indignation restent les sentiments les mieux partagés à Thiès suite à l'incendie par des malfaiteurs de 3 bus AFTU. Le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, en compagnie de ses services techniques, a rencontré les transporteurs de la région avec les autorités administratives de Thiès pour leur apporter le soutien de l'État du Sénégal. Vous rendre visite et vous témoigner de toute la compassion, mais aussi de l'accompagnement de l'État par rapport aux événements vécus la nuit de mardi au mercredi, mais aussi dans la journée du mardi, suite aux attentats perpétrés donc à l'endroit du système de transport AFTU. Et c'est l'occasion pour moi de présenter encore une fois les condoléances du chef de l'État à l'endroit des victimes décédées à la suite donc de l'attaque du bus au niveau de Yarakh à Dakar.
Cet attentat orchestré par des personnes malveillantes ne vise qu'à paralyser l'économie du pays, selon le ministre des Transports, qui rassure que l'État ne faiblira pas et que toutes les dispositions sécuritaires seront prises. Les actes criminels organisés, planifiés et exécutés. C'est le lieu de dénoncer, en tout cas, de tels comportements. Mais ce qui est important, c'est encore une fois de réitérer la position de l'État. L'État restera debout et ne se laissera aucunement ébranler par de telles pratiques. La démarche responsable et citoyenne des membres de l'AFTU a été également saluée par le ministre de tutelle. Il annonce par la même occasion que l'État du Sénégal va beaucoup les soutenir. Puisque, au-delà des pertes en vies humaines, du matériel, effectivement, a été détruit. 3 bus, ou 4 même d'ailleurs, 4 bus qui ont été détruits. Et là, nous allons, avec les services, voir toutes les dispositions à prendre pour accompagner les acteurs. 7 bus, nous dit-on, si on prend en compte les événements passés. Donc, de toute façon, je voudrais vous rassurer quant à la position de l'État pour vous accompagner effectivement à trouver des solutions par rapport donc à ces sinistres. L'Association de financement des transports urbains, AFTU, est le premier réseau de transport en commun du Sénégal. Et depuis quelques années, il est la cible de manifestants à chaque tension. Ses membres de Thiès s'en désolent fortement et apprécient l'accompagnement et le soutien de leur ministère de tutelle. En outre, le gouverneur de la région de Thiès a pris la décision d'interdire la circulation de motos Jakarta au-delà de 0 heure pour plus de sécurité. Fatima Tabanelba, autre sujet, programme national maïs hybride pour 25 000 hectares à Latmingué et environ. Vous allez le voir, les résultats sont encourageants. Les producteurs parlent de révolution pour asseoir la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture était en tournée dans le centre à Pendamboa. Première étape, visiter la commune de Latmingué, située au cœur du bassin arachidier devenu bassin agricole. Une zone propice à la culture du maïs. C'est ainsi qu'elle a été choisie comme bénéficiaire du programme national du maïs hybride. 183 hectares emblavés pour 132 producteurs composés d'hommes, de femmes et de jeunes. Aujourd'hui, le programme maïs hybride nous a permis vraiment d'avoir le semence à l'heure, mais aussi d'avoir les intrants. Donc là, c'est une satisfaction, c'est une grande satisfaction, parce que ça va permettre à la jeunesse de rester au village. Donc vraiment, on voudrait saluer ce programme qui rentre avec beaucoup de pertinence dans ces stratégies de souveraineté alimentaire que M. le ministre a eu l'honneur d'élaborer en collaboration avec ses collègues de la pêche et de l'élevage, et qui constitue l'espoir du Sénégal, au moins pour les 5 prochaines années. Nous avons visité aujourd'hui 3 champs et nous tirons la palme à une dame, Mme Djeidiaou, qui a emblavé 10 hectares. Je pense qu'elle est la championne, en tout cas au niveau de Latmingué, sur un programme qui devrait intéresser à peu près 25 000 hectares dans l'ensemble du pays. Et ce que nous avons vu ici, en tout cas, nous encourage. Tout le paquet technique est là, tous les intrants sont sur place, le matériel agricole, comme vous le savez. Le président de la République a un important programme agricole de 85 milliards et nous a également demandé dans le cadre de la distribution non seulement de tenir compte de l'équité territoriale, mais également de faire un clin d'œil aux femmes. Nous allons voir dans quelle mesure il est possible encore d'en rajouter. Une autre localité visitée, Taïba Niassène, ici, le maïs reste la principale culture. Avec la variété hybride, ce sont de bons rendements qui sont attendus avec une forte valeur ajoutée pour les producteurs. C'est un maïs hybride qui a un potentiel de rendement de 6 à 12 tonnes. Donc c'est une différence par rapport au maïs local qui a un rendement de 2 à 3 tonnes. Ça va permettre aussi que les producteurs puissent aussi fournir aux meuniers du céréal pour résorber ce problème de maïs. C'est une importance capitale. Parce que quand on parle de souveraineté alimentaire avec les maïs hybrides qui peuvent sortir minimum 5 tonnes, je pense que ça va être une révolution alimentaire. Et que c'est un programme qui est bienvenu avec la mutation mondiale. Le ministre et sa délégation se sont également rendus à Paoskoto où la championne du maïs, Nimna Yaïté, a reçu 100 tonnes de la variété hybride. Le ministre a 30 000 hectares
Vraiment, nous remercions le ministre de l'Agriculture pour son déplacement et nous sommes vraiment contents de faire partie de ce programme national de maïs hybride. À nous seulement, à notre organisation, la FEPROMAS, nous avons officié de 5000 tonnes de semences dans le cadre de ce programme. C'est un privilège et nous comptons vraiment participer pleinement à la souveraineté alimentaire. Nous avons également remarqué l'adhésion des populations, notamment la filière e-maïs. Nous sommes partis du constat que l'année dernière, nous avons importé 380 000 tonnes de maïs. Et je pense que le maïs n'est pas très compliqué à produire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est pourquoi on a dit allons-y cette année. Et puis on va évaluer à l'arrivée et puis pourquoi pas se préparer très tôt pour que pour l'hiver prochain, qu'on puisse quand même faire sur des étendues beaucoup plus grandes. Et pourquoi pas, comme je l'ai projeté dans la stratégie de souveraineté alimentaire, être autosuffisant au maximum en 2025. Ce programme national de maïs hybride se donne comme objectif 25 000 hectares au niveau national. Les zones agroécologiques concernées sont le bassin arachidier et la zone sud-est. À signaler également que c'est la première fois que le ministère de l'Agriculture subventionne des variétés hybrides à hauteur de 50%. L'objectif de ce programme est de participer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Afrobasket féminin, le Sénégal donc qualifié en finale. Le chef de l'État dans son compte Twitter déclare, je cite, chaleureuse félicitations aux Lions du basket pour cette victoire avec panache et avec à la clé une 20e qualification en finale de l'Afrobasket féminin. Félicitations également aux Lioncelles qui se sont qualifiés en finale de basket. Bravo à Demba Diarra. Fin de citation. Le Sénégal a pris donc une belle revanche sur le Mali en demi-finale de l'Afrobasket 75-65. Les Lions ont fait le trou dans le troisième quart-temps avant d'assurer leur victoire nette au quatrième quart-temps. Le Sénégal fera face au Nigeria en finale, compte rendu Ibrahim Moupa. La MVP du derby, Sierra Diagne. Les Lions ont débuté la rencontre avec confiance. Fatou Diagne, Aya Traoré et surtout Sierra Dilar permettent au Sénégal de faire la course en tête, 20-16. Au deuxième quart-temps, les Maliennes profitent des pertes de balles et provoquent beaucoup de fautes pour revenir en force. En face, Sierra Dilar fait parler sa tête. Les Lions du Sénégal qualifiés donc en finale de l'Afro-Basket 2023 face au Mali. Le Sénégal a gagné 75-65. Les experts de la balle orange décortiquent justement le jeu des Lions. Les coachs Idrissa Sissoko, Nancy Cissé, Sidi El Arbi Sall et Birahim Gueye étaient sur le plateau de Fatmata Savané. On les écoute. Elles ont corrigé les erreurs avec une bonne défense et une attaque réfléchie. Où on a vu aujourd'hui une grande Sierra qui a été vraiment à la hauteur, qui a été au top des tops. Maintenant, les autres aussi ont joué en équipe et ont joué pour elle. Ouais. C'est ça la solidarité dans une équipe. Moi, j'avais dit qu'aujourd'hui, la clé, ce sera la technique individuelle qu'il faut utiliser. Donc Sierra l'a utilisé, Aya l'a utilisé et les autres là ont suivi. Et la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Ouais. Et on était meilleurs aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ce Sénégal-là. Oui. Avec une grande sérénité du coach. Aujourd'hui, on les a empêchés de jouer. Le basket se gagne en défense. Et quand on voit aujourd'hui, elles ont été des vrais gagnés en se battant sur toutes les balles. Quand je vois Aya plonger sur des balles, ce qu'elle n'a jamais fait dans la vie. Fadien qui se bat, les jeunes, la jeunesse est là. La jeunesse a apporté son savoir-faire aujourd'hui. Et le jeu direct a gagné aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'on a une bonne meneuse qui s'est jouée un bon tempo. Varier son jeu avec la jeunesse qui est là, Fat Pouy, Fat Diagne, même Madigen s'est donné aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. 17 pertes de balles, ça fait 34 points. Mais malgré ça, on est resté dans le match. Aujourd'hui, elles ont montré beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, aussi bien en attaque qu'en défense. Avec Aya Traoré, qui s'est vraiment comporté en bon capitaine et en bon leader. Je pense qu'elle a fait un double-double. 16 points et 10 rebonds. Et aujourd'hui, on a réglé le problème des rebonds, qui nous avait posé problème au premier match. Parce que, bon, c'est vrai que le Mali a un peu dominé les rebonds parce qu'on est à 45 contre 41. Oui. Mais
malgré ça, bon, on a su gérer le match, pas eu beaucoup d'engagement personnel. Et aussi le banc a aussi apporté. Parce que Mami Sen, quand elle a suppléé Fadjagne, parce que Fadjagne a eu 3 fautes en première mi-temps. Donc vraiment, elle a beaucoup aidé en défense et elle a répondu présente en attaque. Il y a aussi Fat Pouy aussi, qui a fait une très bonne entrée aussi, oui. Elle a marqué des points décisifs. Vraiment, il faut féliciter l'équipe, féliciter le staff. Vraiment, et on a senti beaucoup de sérénité chez notre ami Tafa Gueye. Et c'est ce qu'on attend de lui. On pouvait voir ça sur ses yeux. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle avait les yeux d'une tueuse aujourd'hui. Et en tant que basketteur, c'est ça qu'on veut voir. Ce qui nous a aidé de plus, comme coach Nancy a dit, c'était la présence de Aya en défense. Parce que vous savez, le basket, c'est un jeu de temps fort, temps faible. Et l'équipe qui parvient à gérer le temps faible, le mieux va gagner. Et c'est ça que le Sénégal a fait aujourd'hui. Durant notre temps faible, on s'est mobilisé en défense pour empêcher le Mali de prendre l'élan. Et ça s'est passé sur le 4e quart-temps de 9 à 5. C'est à ce moment-là qu'on a gagné le match. Parce que le Mali avait le temps fort, mais malgré ça, nos Lions étaient prêts pour eux aujourd'hui. Le Sénégal qui a donc pris sa revanche sur le Mali il y a un instant. Le Nigeria est également en finale de l'Afro-Basket pour la 6e fois, la 4e d'affilée. Les Tigers ont dominé le Rwanda en demi-finale, 79 à 48, à 51 points d'écart. Ami Okonko est la meilleure scoreuse du match avec 23 points. Le Nigeria a donc remporté les 3 dernières éditions de l'Afro-Basket et compte bien garder à sa couronne. Grosse performance pour les représentants de l'Afrique à la Coupe du monde de football féminin. Pour la première fois, le continent a 3 nations qualifiées en 8e de finale. Le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Seule la Zambie n'a pas pu franchir le premier tour. Parcours des équipes qualifiées avec Aïssatou François Sec. Le continent africain s'est illustré dans cette 9e édition de la Coupe du monde de foot féminin. Un résultat historique avec 3 des 4 nations qui se qualifient en 8e de finale. Et voilà, c'est fait! C'est fait avec la qualification du Maroc! Le Maroc, pour sa première participation, fait sensation malgré une entrée ratée face à l'Allemagne, 6-0. Les Lions de l'Atlas rugissent face à la Corée du Sud avant de venir à bout de la Colombie. Avec 6 points, le Maroc prend la 2e place du groupe H et ambitionne de rééditer l'exploit du 11 masculin au Qatar, mais il lui faudra en découdre avec les tricolores la semaine prochaine. Les Bayana accèdent à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire en 2 participations. Après avoir enregistré un seul point en 2 matchs, l'Afrique du Sud signe une victoire importante face à l'Italie, 3-2. Et se classe 2e du groupe G. Le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations affrontera les Pays-Bas ce dimanche pour une place en quart de finale. Le Nigeria, habitué de la compétition avec 9 participations, a enregistré 1 point face au Canada et un autre face à l'Irlande avant de battre l'Australie 3-2. Les Super Falcons compostent leur ticket pour les matchs à élimination directe pour la 3e fois. Invaincue, la 40e nation africaine termine 2e du groupe B. Le Nigeria devra battre l'Angleterre, premier du groupe D avec 9 points ce lundi, pour atteindre sa meilleure performance acquise en 1999. Avec ces résultats, l'Afrique signe ainsi son meilleur bilan en Coupe du Monde, mais la phase de poule n'a pas fait que des heureux. De grosses cylindrées quittent la compétition. C'est le cas de l'Allemagne, double champion du monde, de l'Argentine, de l'Italie, du Canada, mais aussi du Brésil, incapable de battre la Jamaïque. Sport toujours, le Sénégal passe de la 4e à la 3e place au classement provisoire des médailles des Jeux de la francophonie. L'équipe nationale du relais 4x100 a terminé 2e de la finale hier au stade des Martyrs de Kinshasa. Un exploit de plus pour la délégation sénégalaise en RDC. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Moustapha Ndiaye et Thierno Diallo.
C'est de justesse que l'équipe sénégalaise a perdu l'or au relais 4x100 des Jeux de la francophonie. Malgré la vitesse de Louis-François Mendy, le Sénégal peut se consoler avec la médaille d'argent. Plus la médaille d'or, mais Dieu a décidé ainsi et on rend grâce à Dieu et on est satisfait de ça. Pas trop loin parce que le record il fait 39-38 et là on vient de faire 39-66. On est proche du record et à notre prochaine course, c'est sûr qu'on va le faire. On nous a sous-estimé. Pour dire vrai, parce qu'on n'a pas eu aussi le temps nécessaire pour préparer le relais, mais malgré tout cela, on a pu faire deuxième, on est fiers de ça. Ces performances réalisées par les athlètes sénégalais sur les pistes ne sont pas du hasard, c'est le fruit d'une politique bien menée par la direction technique nationale. Depuis quelques années, nous voyons qu'au niveau du sprint, les performances commencent à suivre. Nous avons à partir de la France des jeunes qui étaient à Dakar et qui ont pu trouver vraiment des cadres d'expression avec de bonnes compétitions et qui nous reviennent maintenant vraiment pour booster le niveau de l'équipe nationale. On vient de décrocher un deuxième qualifié, en l'occurrence Sangoné Kagni qui s'est qualifié à travers le ranking. Donc le Sénégal, qui était très souvent invité à ces Jeux, va se présenter avec 2 athlètes qualifiés officiellement pour participer aux championnats du monde. Cette médaille de l'équipe relais est la deuxième en argent du Sénégal. Au total, l'athlétisme a récolté pour le moment 4 breloques, dont 2 en or. Le reste de l'actualité à l'étranger, en Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié est décédé mardi à l'âge de 89 ans. 10 jours de deuil national ont été décrétés et les drapeaux ont été mis en berne sur tout le territoire national. Amadou Diallo. Il a marqué l'histoire de son pays durant près de 60 ans. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. Il avait été hospitalisé à Abidjan après un malaise dans son fief à Daoukro. Le président de la République Alassane Ouattara a décrété un deuil national de 10 jours et les drapeaux ont été mis en berne partout sur le territoire ivoirien. Henri Konan Bédié dirigeait encore le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est dans son fief qu'il se trouvait lorsqu'un malaise l'a saisi. Évacué par hélicoptère à Abidjan, il s'y éteint mardi en début de soirée. Henri Konan Bédié est le 2e président de la Côte d'Ivoire, pays qu'il a eu à diriger après la disparition du président Houphouët-Boigny. Il est né le 5 mars 1934 dans le village de Dadiekro, au centre de la Côte d'Ivoire. Il se voulait l'héritier et le successeur du président Houphouët-Boigny. La RTS en deuil avec le rappel à Dieu de Ouleili, technicienne à Radio Sénégal, décès survenu ce jeudi à la clinique de l'Amitié à Dakar. La levée du corps est prévue ce samedi à 10h à la mosquée de Castor et l'enterrement à Yoff. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et prient pour le repos de son âme. Voilà donc qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous. Mesdames et messieurs, après les pluies d'hier nuit, d'autres activités pluvieux orageuses sont attendues entre les régions sud et par endroits au